Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous parler du post-punk. Alors il faut savoir que le punk rock des années 70 a été une véritable révolution culturelle et pas seulement musicale. En effet, c'est un mouvement qui a été créé en réaction au rock un peu sophistiqué qui commençait à s'enraciner dans cette décennie, notamment le rock progressif. Le punk encourage au do-it-yourself. On peut dès lors former un groupe, même si on ne sait pas très bien jouer d'un instrument, pas très bien chanter. De plus, les chansons rapides, courtes et agressives s'opposent au rock de hippie. Le no future supplante l'espoir d'un monde meilleur plein d'amour. Le do-it-yourself s'intéresse également à la customisation des vêtements, comme on peut voir sur cette photo, avec notamment la veste à patch. Et aussi au cinéma, Eraserhead de David Lynch étant considéré comme un film punk réalisé en 1977. Il est difficile de définir précisément le post-punk tant cette révolution a généré de nouveaux courants. Quand on pense post-punk, on pense bien sûr Cold Wave, l'énergie punk rock est souvent là dans les vocals, par contre l'instru s'est considérablement dépouillé. Fini les grosses guitares, place désormais aux nappes de synthé, notes de guitare lointaines et rythmiques sèches. Le ton est également plus introspectif, on a également un attrait pour la musique sacrée, le spirituel, le religieux. On commence en 1979 par la sortie d'un album majeur pour la Cold Wave, Unknown Pleasure de Joy Division. Basse à se trancher les veines, synthétiseur clinique, voix de crooner dépressif de Ian Curtis. La même année, on a Join Hands de Siouxsie and the Banshees, avec des lignes de saxophone bien senties sur les titres Regal Zone et Playground Twist, un petit délire avec une boîte à musique sur Mother Oh Mine Papa et un titre carrément punk rock, Love in a Void. En 1980 sort le second album des Cure, 17 Seconds. La musique semble jouée par des robots tant tout est calculé au millimètre. Le chant de Robert Smith devient plus plaintif. Toujours en 1980, nous immergeons dans la Batcave. Si vous aimez vous enfermer dans une cave pour vous déguiser en Dracula, In the Flight Field des Bauhaus est fait pour vous. Le titre Crowds me touche tout particulièrement par sa fragilité. On peut noter que certains groupes, à leur début, ont été influencés par la Cold Wave, à l'image du premier album de U2, Boy, sorti en 80, avec des titres comme I Will Follow ou Uncut Dub. En 81 sort le superbe From the Lion's Mouth des très sous-estimés The Sound. L'ambiance est à la fois grave et majestueuse, à l'image de la pochette. 1982 est une grande année pour le rock gothique. Outre le Pornographie des Cure, sort If I Die, I Die des Virgin Prunes, le génial Only Theater of Pain de Christian Death et son chant maladif. Nous avons également Garland des Cocteau Twins qui, avant de créer la Heavenly Voice, sonnera plutôt Cold Wave, avec notamment Wax and Wayne et le chant d'Elizabeth Fraser qui roucoule comme un merle. Plus proche du chant de Siouxsie and the Banshees sort le premier album des Allemands de X-Mall Deutschland, avec Fetish en 1983. L'année suivante, la Batcave reprend des couleurs avec Acid Bath des déjantés Alex Sensfield, avec notamment le titre She's a Killer. 1985 voit apparaître le premier album des Sisters of Mercy, First and Last and Always, voix atonale et ambiance de musique sacrée, avec notamment le single Marianne. Musique sacrée toujours avec l'excellent Brighter Than a Thousand Suns des Killing Joke en 86, dont le titre fait référence au témoignage d'un survivant d'Hiroshima. En 87, Depeche Mode atteint, selon moi, l'apogée de son art avec le magnifique Music for the Masses. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouvel épisode de Vidéo Surveillance.